Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. 7h44, merci d'être avec nous pour le petit déjeuner politique avec Alain Finkielkraut ce matin, philosophe, écrivain, membre de l'Académie française et auteur du livre À la première personne aux éditions Gallimard. Oui, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. On va revenir sur votre livre, où vous retracez vos premiers pas, mai 68, vos interrogations sur vos origines juives, sur votre qualification aussi de réactionnaire, vos réflexions sur notre époque. Un livre étonnant pour vous. 100 de pages seulement, vous nous direz pourquoi. Alors avant ça, quelques questions liées à l'actualité. La première d'entre elles, la laïcité. Emmanuel Macron vient d'éclaircir sa position sur le voile lors de sa visite sur l'île de la Réunion hier soir. Le port du voile dans l'espace public, ce n'est pas mon affaire, a-t-il dit. Oui, on doit s'en occuper à l'école, mais pas dans l'espace public. Est-ce qu'il a raison ? Il est vrai qu'il est impossible d'interdire le voile islamique dans l'espace public. Mais Emmanuel Macron est allé un peu plus loin. Je crois que c'était une manière pour lui de désavouer son ministre d'éducation, disant que le voile en soi n'est pas souhaitable de notre société. Et je me souviens qu'Emmanuel Macron, je crois que c'était dans une interview d'Edoui Plenel et de Bourdin, avait dit lui-même que le voile était contraire à la civilité française. Et là, donc, il recule un peu. Je trouve que c'est dommage. Sans doute a-t-il été effrayé par la pétition publiée dans Le Monde par 70 personnalités, notamment du showbiz. Vous savez, Sartre disait « il ne faut pas désespérer Billancourt ». Macron pense « il ne faut pas désespérer les people ». Et je crois personnellement qu'il a tort. Il ne s'agit pas de réglementer le voile dans l'espace public, mais il s'agit de rappeler ce que sont les principes de la République et plus profondément encore les mœurs, le style de vie, la tradition et la civilisation française. Oui, mais il veut, dit-il aussi, apaiser un peu, parce que le pays est un peu à vif. Il faut arrêter de stigmatiser une religion, a sous-entendu aussi. Oui, alors arrêter de stigmatiser une religion, bien sûr. Oui. Il ne s'agit pas de stigmatiser une religion, et si l'islam était seulement une religion, l'islam ne poserait aucun problème. Mais c'est plus qu'une religion, comme l'a montré Rémi Braque, c'est un système total de réglementation de l'existence, et il n'y a pas en France de problème de communautarisme. François Fillon l'avait dit lors de sa campagne, le problème c'est l'islam, ou en tout cas l'islamisme. Et étant donné les progrès de l'islamisation de la France, ou en tout cas de territoires toujours plus importants de notre nation, il est temps de manifester son opposition et de prendre un certain nombre de mesures. Oui. Et alors ces mesures qui pourraient être quoi alors ? Bien, je pense que la première mesure serait de fermer les mosquées salafistes, où une propagande anti-française se répand en toute impunité. Je pense aussi qu'il faudrait interdire le voile dans les sorties scolaires, car les sorties scolaires, c'est quand même aussi l'école. Donc le principe mais alors là, il y a de des neutralité mamans qui ne pourront plus accompagner. Oui, mais il y a des mamans qui ne pourront plus accompagner dans certains quartiers. Il n'y aura plus de sorties scolaires. Alors Patrick Roger, je vais faire un point d'ordre. Oui. Vous venez de dire des mamans. Je demande ici à tous les hommes et toutes les femmes politiques, à tous les journalistes, d'arrêter avec maman. Ce ne sont pas des mamans voilées, ce sont des mères voilées. Maman, réserve-le à votre mère. Mais les mères voilées et les pères voilés, ou pas les pères voilés, les pères en kippa. Il ne faut pas arborer dans les sorties scolaires de signes religieux ostensible. Je pense que c'est très légitime. Alors on me dira, c'est vrai, que il y a tellement de mères voilées dans un certain nombre de quartiers qu'il ne pourra plus y avoir de sortie scolaire. Alors j'ai envie de dire, ça veut dire que cela signifie que le problème est très grave, et j'ai envie de dire,
après tout, j'ai été au lycée et je n'ai pas bénéficié de sortie scolaire. Ouais. L'école, c'était l'école. Et l'école, ça se passait entre les murs de l'école. Donc, il ne faut pas se laisser intimider par ce type de chantage. Et je suis particulièrement sensible au sondage qui a été fait au moment, si vous voulez, de particulière intensité de l'affaire. 71% des personnes interrogées pensent, comme le ministre de l'Éducation, que le voile n'est pas en soi, n'est pas souhaitable de notre société. Non pas parce qu'il est contraire à la laïcité, mais parce qu'il est contraire, si j'ose dire, à la France. Oui, parce que la laïcité, c'est le respect de la pratique des religions. On s'en tient à la laïcité pour ne pas chercher son inspiration plus loin, comme si on ne pouvait pas parler de la France sans être aussitôt suspect de xénophobie. Non, la France est aussi une civilisation qui peut évidemment accepter autre chose qu'elle-même en son sein, mais jusqu'à un certain point. Il ne faut pas non plus menacer, fragiliser le droit des Français à la continuité historique. Et c'est ce droit-là qu'ils entendent invoquer et exercer quand ils disent très majoritairement qu'ils ne se reconnaissent pas dans un pays où il y aurait trop de femmes voilées. Et j'ajoute que c'est une chance pour l'islam. Parce que le voile, si vous voulez, et même Laurence Rossignol le dit, c'est une manière de diaboliser la femme. Sa chevelure signifie la luxure. Ce corps fait peur. Et il y a une manière là, si vous voulez, de refouler tout ce qui relève du désir, qui est absolument terrible. Notre civilisation a choisi précisément de civiliser le désir. Une part de l'islam a choisi de refouler le désir, et je crois que la violence dans les sociétés arabo-musulmanes procède de cela. Donc, il y a là une chance à saisir, et c'est d'ailleurs ce que signifient, me semble-t-il, les 100 intellectuels musulmans qui ont signé une pétition contre le voile dans Marianne. C'était la meilleure réponse à faire à la grande pétition des People, publiée et soutenue par le journal Le Monde. Alors, j'allais y venir, Alain Finkielkraut. Est-ce que vous avez, vous, des amis musulmans? Est-ce que vous en parlez avec eux? Bon, oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Je connais bien, par exemple, Zineb El Razoui. Et elle est très, très opposée, évidemment, au port du voile. Et je crois je pense que, il faut pas dire, comme ça, c'est la bien-pensance, que la très grande majorité des musulmans pensent comme cela. Je pense que c'est une minorité. Je suis même inquiet de voir. Une minorité sur le voile, quoi. Sur le port, je pense même que, si vous voulez, la radicalisation, se produit surtout dans la jeunesse, dans la 3e génération ou 4e génération. C'est pour ça qu'on a toutes les raisons d'être inquiets. Il n'empêche, il faut faire alliance avec cette minorité que je dirais éclairée, précisément pour faire avancer les choses et surtout pour répondre à l'avance à cette accusation d'islamophobie qui est formulée à l'égard de tous ceux qui espèrent que l'islam s'engagera dans la voie d'un certain examen de conscience. Alain Finkielkraut, quand on évoque le risque de guerre civile, au plus haut niveau, ça a été évoqué, vous estimez qu'on exagère, qu'on se joue à se faire peur ou qu'il y a une réelle menace dans notre pays? L'ancien président de la République a dit qu'on allait vers la partition. C'est François Hollande. Donc, il y a un risque de séparatisme et même de sécession d'un certain nombre de quartiers et bientôt d'un certain nombre de départements. Je pense aussi qu'une part de l'islam est aujourd'hui en position de conquête. Il y a chez certains, notamment les frères musulmans, l'idée que la France, à terme, peut devenir une terre musulmane. C'est ce que formule notamment Youssef El-Qaradawi, de manière très claire. Alors, il ne faut pas sombrer dans la paranoïa, ni désigner... Il y a un certain fantasme autour du grand remplacement, là. Non, mais je ne parle pas, là, du grand remplacement. Mais il ne faut pas, si vous voulez, considérer tous les musulmans qu'on croise dans la rue comme des conquérants. Ce serait là, ce serait une attitude extrêmement dangereuse. Il n'empêche que cette perspective, cette éventualité doit être prise très au sérieux. Et c'est la raison pour laquelle, pour éviter toute guerre civile, une alliance doit être forgée aujourd'hui entre les musulmans qui veulent se libérer du carcan
notamment du voile et d'autres prescriptions islamiques ou islamistes, et les Français qui ne sont les Français non musulmans, comme il faut commencer à les appeler. Oui, c'est le bilan Macron à mi-mandat. Là. Il y a un sondage ce matin. 65% des Français sont mécontents de son action. C'est en hausse par rapport en fait au précédent sondage. Quel est votre sentiment ? Là, je n'ai pas d'opinion. Si vous voulez, d'abord, évidemment, les gens sont peut-être fatigués du en même temps de Macron. Il n'empêche que je vois s'agréger tous les mécontentements, et je pense que le 5 décembre, on assistera peut-être à la fusion la grève annoncée, de la CGT et des Gilets jaunes. Je ne vois pas ça nécessairement d'un très bon œil, si vous voulez. Moi, j'ai des reproches à adresser à Emmanuel Macron, mais cette espèce de violence contre lui me semble quand même un peu exagérée. Oui. Alain Finkielkraut, on revient sur votre livre avec la question aussi de Cécile de Ménibus. Je rappelle que vous êtes avec nous jusqu'à 8h15, 8h30 tout à l'heure. Moi, je voulais revenir sur quand on vous a sollicité pour entrer à l'Académie française. Vous vous êtes rangé d'abord du côté de l'écrivain François Georges Bernanos, que vous aimez beaucoup, qui a dit « Il y a des vérités qu'on ne saurait dire, ni même écrire en habit de carnaval ». Et puis vous avez changé d'avis, vous avez accepté le fauteuil 21. Est-ce que finalement, vous avez eu l'impression de vous museler ou d'être muselé ou de vous auto-censurer depuis que vous êtes académicien? Non, je suis ici, je dis ce que j'ai envie de dire. Non, j'ai hésité à me présenter à l'Académie française. D'abord, j'ai pensé que c'était presque trop d'honneur pour moi. J'ai pensé à d'illustres prédécesseurs, j'ai pensé à Paul Valéry. Je me suis dit, mais franchement, je connais trop mes lacunes. Et puis, j'ai eu peur aussi de cette espèce de caractère honorifique, mais je l'ai fait à la demande de mes proches et notamment de mon fils qui a dit « pense à tes parents, fais-le pour eux ». Je crois que c'était le meilleur argument, mais je n'ai pas du tout changé depuis que je suis académicien. Et en outre, l'une des raisons pour lesquelles je suis heureux d'être Quai Conti, c'est parce que ce n'est plus du tout une instance, si vous voulez, d'autorité. On ne se réfère pas avec je ne sais quelle déférence à l'Académie française. La doxa s'en moque. L'opinion, ce n'est pas l'Académie française qui la forge. L'opinion se retourne contre les académiciens et ne cesse de se moquer d'eux. Et cette vulnérabilité, cette fragilité me la rend très sympathique, cette compagnie. Et on l'a vu notamment avec l'affaire de l'écriture inclusive. Les académiciens, très justement, ont dit que l'écriture inclusive, qui est pratiquée dans certains médias, Slate, corrige les articles de ces auteurs en écriture inclusive. Et c'est quand même absolument effrayant. Eh bien, l'Académie a dit que ça faisait courir un péril mortel à la langue. Et il y a une chroniqueuse qui a dit que le seul péril mortel à l'Académie, c'est la prostate de ses membres. Donc on se moque de la vieillesse de ces prétendus immortels. Raison de plus pour moi d'être fier de figurer parmi ses membres. Eh ben, on va continuer d'en parler dans quelques minutes avec vous, Alain Finkielkraut. Quand vous parlez de la prostate, vous parlez aussi du parti du Waf. Vous voulez que je parle de ma prostate? Non, mais parti du Waf. Non, pas tout de suite. Hors antenne, peut-être, on vous fera un petit diagnostic. Certains chroniqueurs qui manient en fait l'humour et l'ironie pour se moquer en fait de certaines personnes. Bon, et puis tourner en dérision certains sujets. On verra ça dans quelques minutes avec vous et avec Elisabeth Lévy qui sera avec nous, bien entendu. Reste avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio, il est 7h58. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Et nous sommes de retour avec Alain Finkielkraut pour son livre, auteur du livre à la première personne aux éditions Gallimard. Oui, avec Elisabeth Lévy. Absolument. On va revenir sur 2-3 questions d'actualité, notamment cette conférence débat qui était prévue hier soir à l'Université de Bordeaux, avec la philosophe Sylviane Agacinski, que vous connaissez bien, qui est opposante à la GPA. Il y a eu en fait beaucoup de réclamations et finalement l'université a cédé et a annulé cette conférence. C'est la liberté d'expression qui est un peu menacée à travers ça ou pas? C'est extrêmement grave, vous me l'apprenez. Je reçois demain Sylviane Agacinski
à mon émission Réplique à France Culture, pour une émission précisément sur les enjeux de la bioéthique. Je la reçois avec Francis Worms, qui est membre du Comité national consultatif d'éthique, pour qu'un débat ait lieu. Mais le climat est de plus en plus dur aujourd'hui en France, et en témoigne notamment l'inflation du terme de réactionnaire. Pour les partisans de la PMA pour toutes les femmes et de la gestation pour autrui, si vous voulez, il n'y a pas de débat. Ils s'inscrivent dans une vision de la démocratie comme mouvement vers l'égalité des conditions et l'émancipation des individus. Et leurs adversaires, pour eux, ce sont des obstacles à la réalisation, à l'accomplissement de la démocratie. Ce sont même des vestiges, voire des déchets. Réactionnaire, ça veut dire survivant, déplorable d'un monde condamné. Ce sont des gens qui sont là, qui arpentent la terre après leur date de péremption. Il ne faut pas leur parler. Si vous voulez, pourquoi ce sectarisme? Pourquoi cette violence? Parce que dans l'esprit d'un certain nombre de prétendus progressistes, nous ne sommes pas tous contemporains. Il y a les vivants de plein droit et les survivants. Or, face à toutes les questions qui se posent à nous, nous devrions avoir la modestie de penser que précisément, nous sommes tous contemporains et nous avons le droit de nous interroger ensemble. La démocratie au sens propre, c'est la délibération en commun sur le sens à donner, sur le bien commun, précisément. Or, cette délibération, elle est, si vous voulez, phagocytée, rendu impossible par ce progressisme qui n'entend que ses propres arguments et qui rejette dans les poubelles de l'histoire tous ceux qui pensent autrement. Ce que vous me dites de Sylvia Agacinski est un véritable scandale et qui témoigne, si vous voulez, de la violence de plus en plus grande, du dogmatisme qui règne dans l'université française. L'université française s'aligne sur le pire de l'université américaine, un politiquement correct, obtus et méchant, et on ne saura vraiment plus maintenant dans quelle université les étudiants pourront effectivement s'élever l'esprit. Oui, parce que là, c'est une catastrophe. Oui, c'est un collectif qui s'est évidemment élevé contre cette conférence qui était sur la de gauche en plus. Elle est de gauche. Elle la traite de réactionnaire. Mais enfin, Sylvia Agacinski a toujours appartenu à la gauche, et ça ne veut plus rien dire. On explique, si vous voulez, que la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, ça met fin à une discrimination. Et la discrimination, c'est le racisme, si vous voulez. Donc c'est ça. Bon, donc vous ne pouvez pas élever la moindre objection. Vous demandez si la médecine est encore dans son rôle quand elle cesse d'être purement thérapeutique. Si cette extension des droits individuels jusqu'au droit à l'enfant ne pose pas un problème. Si les enfants n'ont pas le droit eux-mêmes d'avoir un père et une mère. Tout cela, si vous voulez, ces questions deviennent interdites alors qu'elles devraient se poser avec la plus grande intensité à un moment où nous changeons de paradigme de la médecine, de paradigme de la famille. Enfin, je suis éberlué par ce que vous me dites et scandalisé. Oui, Elisabeth Lévy est avec nous aussi ce matin. Vous avez pris sa place pour la chronique et elle va vous interroger. Mais je suis ravi évidemment de vous laisser ma place à la Finkielkraut. Je voulais d'abord vous remercier pour ce beau livre et je voulais vous remercier aussi au nom de tous les gens, tous les auditeurs, tous les lecteurs que vous avez aidé à penser par eux-mêmes, comme vous le dites dans ce livre, des grands auteurs vous ont aidé à penser. Mais néanmoins, vous êtes depuis plusieurs années l'objet de moult scandales, disons. Et j'ai le sentiment que dans le fond, d'ailleurs vous le dites un petit peu, ce sont ces scandales qui vous ont poussé à prendre la plume. Est-ce que vous avez éprouvé le besoin de vous justifier, de vous rendre justice? Est-ce que ces accusations permanentes, qui, je le répète, n'empêchent pas énormément de gens de vous aimer beaucoup et de vous écouter, est-ce que ça vous blesse? Est-ce que c'est un moteur? Les deux. Bien sûr que c'est blessant, parce que je ne suis pas seulement traité de réactionnaire, je suis aussi accusé de racisme.
sont vraiment deux accusations très répandues aujourd'hui. L'antiracisme est devenu fou et nous avons assisté, depuis la parution du livre de Daniel Lindenberg en 2002, rappel à l'ordre, enquête sur les nouvelles réactionnaires, à la réapparition des listes noires. Au lieu que justement, il y ait un débat intellectuel digne de ce nom, eh bien, dans un certain nombre de magazines et d'universités, on dresse des listes de gens infréquentables et de gens qu'il faudrait pouvoir faire taire. Et nous voyons, si vous voulez, autrefois, les journalistes et les intellectuels défendaient les libertés d'expression contre les abus de l'État. Aujourd'hui, ce sont des intellectuels et des journalistes qui appellent à la censure. Une sorte de Big Brother est en train de se former, mais non pas venus des hauteurs, venus de l'État, mais venus du pouvoir social lui-même. Et c'est tout à fait stupéfiant. Et donc, cela me blesse, et en même temps, j'essaye d'y réfléchir, de comprendre comment et pourquoi nous en sommes arrivés là. Oui, une question encore. Une autre question. Vous venez de dire nous sommes tous contemporains. Et d'ailleurs, vous avez écrit un livre qui s'appelle La seule exactitude, qui dit cela. Nous n'avons pas d'autre époque que notre époque. Vous avez aussi écrit un livre sur Péguy qui s'appelle Le mais contemporain. Et dans le fond, nous sommes tous contemporains, mais vous n'aimez pas votre époque. Vous le redites sur de multiples plans. Je ne parle pas seulement de la technologie. Je parle de la dissolution de la culture dont vous parlez dans La défaite de la pensée, pardon. Et bon, voilà, je pense qu'il y a beaucoup aussi avec les anglicismes. Oui, avec les anglicismes. La déperdition de la langue française. Et toujours pas de téléphone portable. Non. Et toujours pas de portable, non. Nous appartenons tous au même temps. Il y a des choses de mon époque que j'aime, bien sûr, mais ces choses, ce sont plutôt des individus, des personnes. Je ne suis pas un homme malheureux. J'ai la chance même de ne pas être malheureux. Et vous êtes très drôle, je tiens à dire, vous êtes un homme extrêmement drôle. Mais toujours est-il que ce que je constate aujourd'hui, c'est que le présent sans Lydie, le présent sans Sauvage, la situation devient de plus en plus difficile à vivre, et c'est le moment où on criminalise la nostalgie. Plus l'époque s'avère invivable, moins il est permis d'en sortir par la mémoire ou par l'imagination. Et je me souviens de ce slogan terrible. Nous vous ferons aimer l'an 2000. Et là, nous sommes obligés, en quelque sorte, d'aimer notre époque, parce que regarder vers l'arrière, c'est déjà être suspect de réaction, c'est-à-dire du pire. Je plaide, si vous voulez, pour que notre époque, à laquelle nous appartenons tous, soit un peu moins imbue d'elle-même, et qu'elle puisse regarder dans le passé et admirer le passé. C'est le meilleur remède à l'outrecuidance. Oui. Quand je rebondis sur ce que disait Elisabeth Lévy, on parle de votre héritage, de vos convictions, de vos origines. Est-ce que finalement, vous avez pas marre d'être cerné par la haine? Est-ce que vous avez eu à un moment donné envie de jeter l'éponge? Il m'arrive d'avoir envie de jeter l'éponge à cause de ça, à cause des agressions dont j'ai pu être victime, de l'impossibilité qui est la mienne, justement, de donner des conférences à Bordeaux, à l'école normale supérieure ou à l'école des hautes études en sciences sociales, bien sûr. Mais d'un autre côté, si vous voulez, la polémique me stimule également, parce que ma grande peur, ma grande hantise, c'est plutôt l'hébétude, la prostration. Et à me lever le matin, je pense plus rien, je suis bête, et voilà, je reste la bouche à moitié ouverte, donc toujours devant mon cahier actif. Donc, il faut combler les vides. Mais d'un autre côté, je dois dire aussi que je bénéficie d'un immense soutien. Je sais que des gens m'aiment et que certains même me sont reconnaissants de résister à ce politiquement correct, étouffant, dans lequel on me fait vivre. Donc, non seulement je ne suis pas excommunié, puisque je peux m'exprimer chez vous et ailleurs, mais en plus, je ne suis certainement pas solitaire, ni même minoritaire. Ça m'aide à vivre aussi. Vous êtes nécessaire? Vous avez l'impression d'être nécessaire? Ah, ça, je ne sais pas. Je n'irai pas jusque-là. Je n'irai pas jusque-là. Je sais, il y a des gens qui sont contents de me voir exprimer leur propre désarroi, être nécessaire. J'ai quand même pas
la grosse tête. Je passe encore les portes. Ouais, merci Alain Finkielkraut. En tout cas, vous avez passé la porte de Sud Radio. Philosophe, écrivain, membre de l'Académie française et auteur de À la première personne chez Gallimard. Allez le lire. En plus, c'est 100 pages. Hein, Oui. donc ça va vite. Parfois, il y a des gens qui 99 exactement. ouais. C'est 120 pages. 114, Oui, Non, oui, oui, parce que oui. vous Non, enlevez mais les c'est- avant-propos, les oui, oui. notes, les Non, mais trucs, c'est cela dit, 99. les avant-propos sont intéressants. il faut dire aux, Oui. aux auditeurs que c'est un très beau livre Oui, oui, absolument. qui est vraiment qui traverse notre époque. Oui, oui, Je peux dire un complètement. mot? Oui, oui, oui. Je cite Conrad, Oui. Joseph Conrad. Toute œuvre littéraire qui aspire, si humblement que ce soit, à la qualité artistique, doit justifier son existence à chaque ligne. Ah oui. J'ai essayé, dans la faible mesure de mes moyens, à obéir à ce commandement. Oui. Et ça veut dire m'en tenir à une esthétique, à une morale de l'essentiel. J'ai voulu écrire un livre où chaque mot compte. Oui, c'est vrai. Peut-être ai-je échoué, Non. mais c'est la raison sans doute de cette densité et de Non, mais c'est cette vrai. brièveté que vous semblez regretter. Non. Et ben vous, Parce je qu'il pense y aura que d'autres livres encore en Dany plus. Moreau n'aurait C'est pas ça. dit mieux pour sa chronique dans un instant. Restez avec nous. Un peu d'humour, ça nous fera du bien. 8h22.